À moins que vous ayez tout de suite une première question qui vous brûle les lèvres. Sinon, moi, j'en pose une tout de suite par curiosité. Comment on peut avoir l'idée d'enchaîner après le premier succès de Quinquin, une suite avec vraiment une plongée dans des éléments plus fantastiques que Nonsensique, qui était déjà la première partie. Comment ça se définit, ça? Bah, moi, j'étais très attaché au personnage, donc j'avais envie de prolonger, pas tout de suite, c'est pour ça que j'ai attendu 4 ans, en fait. Mais à la fin de la première projection, j'aurais demandé si c'était partant, tous ou pas, pour savoir si je devais écrire avec tous ou si je devais en retirer quelques-uns. Donc ils ont tous été partants, donc je me suis mis à écrire, en fait, un peu de côté. Après j'ai fait ma loupe, tout ça, mais j'avais toujours ce scénario à côté de moi, et en écrivant, j'ai vu que j'arrivais à changer un peu, en fait. C'est le problème de la saison 2, c'est pas faire la même chose, et pourtant c'est la même chose. Donc trouver de l'énergie. Donc je savais que je ne pouvais plus garder la poésie de l'enfance, puisqu'ils avaient grandi, donc je parle des jeunes, mais j'avais beaucoup aimé le jeu des deux gendarmes, là, et donc j'avais vraiment envie de partir sur eux, de me concentrer sur eux, d'écrire pour eux. Je connaissais leurs qualités, donc je savais ce qu'ils pouvaient faire, et donc j'ai écrit finalement, après Arte m'a confirmé ça, donc j'ai écrit finalement une histoire, en fait. Après j'ai coupé en 4, pour les 4 épisodes, et puis voilà, puis c'est parti. Mais pourquoi donc les éléments beaucoup plus fantastiques? Quand j'ai écrit le scénario... C'est à Paris quand même, c'est pas gros en France aujourd'hui d'arriver à cela. Quand il découvre au début la première glu, en fait, d'abord c'était un cadavre humain, et j'ai vu que je m'ennuyais, en fait. Tiens, mais ils vont pas encore enquêter sur... Et donc l'extraterrestre est arrivé assez vite, donc voilà, non, ça c'est pas quelque chose de terrien, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Et en fait, quand vous écrivez, c'est ça, de fil en aiguille, donc vous avez un mystérieux magma qui est là, et ça part très vite. Donc j'avais trouvé en fait aussi le moyen de quitter le sol, en fait, et de partir très loin. Et ça a été une veine très, très, très fructueuse. En combien de temps l'écriture? Oh, je vais à peu près 1 année. Quand même. Ah bah oui. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas... Donc ça demande des retours... Non, mais quand j'écris, moi j'écris toujours d'une façon très littéraire, donc ça me permet de macérer les personnages, de rentrer dedans, vraiment de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Je pense que j'aurais abandonné si j'avais vu que, je sais pas, il y avait rien, mais d'emmener les gendarmes aussi loin au néant, là, comme je vous avais dit la première fois, c'était tout à fait intéressant. Puis ça correspondait aussi à ce que je cherchais. Sous couvert de faire des choses drôles, ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut dire des choses un petit peu profondes. Et qu'au contraire, le comique, c'est une bonne mécanique, en fait. C'est même plus intéressant de déconner et de dire des choses marrantes, et en même temps des choses sérieuses. Donc moi, la conjonction des deux me plaît beaucoup, en fait. Alors c'est justement, l'humour est quand même apparemment l'un des genres les plus compliqués à faire pour plaire au plus grand nombre. Oui. On sait que ça, c'est une preuve maintenant, ça marche très bien dans votre cas, sur les différents films que vous avez faits, et précisément sur cette série. Est-ce qu'il y a un très gros travail? Est-ce que vous êtes très méticuleux au point de vraiment vouloir que chaque comédien fasse à la note près? En fait, c'est storyboardé, donc tout est prévu, tous les plans sont prévus, donc il y a une préparation très, très importante en amont, mais en fait, ce qui n'est pas préparé, c'est le jeu de l'acteur. C'est-à-dire que je monte en gamme, en fait. C'est-à-dire la première prise est assez normale, l'acteur joue à peu près normalement, et c'est là où le dérèglement commence, c'est que je commence à le dérégler, à l'empêcher de jouer normalement. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont tous des oreillettes, parce qu'en fait, depuis Jeannette, en fait, j'ai quitté totalement le plateau, c'est-à-dire je ne suis plus dans une voiture, j'ai un écran de contrôle et j'ai un micro comme ça, et je leur parle à l'oreille, et c'est devenu une façon de souffler à l'oreille de l'acteur. Donc ça lui laisse sa liberté, mais ça me donne aussi la direction. Et le commandant est extraordinaire dans cette interprétation. Dès que je lui dis quelque chose, il fait autre chose d'abord.
donné, donc on lui donne son texte. Du coup, il a un jeu un peu curieux. Mais c'est très monté en fait, c'est-à-dire que vous ne voyez pas les montées, les descentes, puisque le montage fait qu'on décolle très très vite, mais c'est très découpé justement pour pouvoir traverser le labeur qui est quand même le tournage. C'est laborieux. Puis on cherche, bon, moi j'ai pas d'idée de la scène, donc je vois si je ris ou si je ris pas. Donc tant que je ris pas, je lui dis continue, chauffe. C'est pas comme dans la voiture, par exemple, quand ils arrivent devant le petit quinquin et le gros, là, et qu'on finit par le trouver totalement retourné sur son siège, mais c'est à force de le voir assis sur son siège que je lui dis, mais écoute, ça va pas, ne reste pas sur ton siège. Donc il a commencé à bouger de son siège, il a fini par se retourner, et c'est comme ça qu'on finit par trouver des choses totalement invraisemblables. Mais parce que je ne me satisfais pas sûrement, je lui dis non, ça va pas, continue. Ah, il continue, hein, donc, le plus compliqué, c'est peut-être Carpentier, parce que Carpentier, il est très cérébral, donc il a besoin de comprendre, il pose des questions, pourquoi, comment, etc. Alors que le commandant, lui, il se jette à corps perdu. Il n'est pas l'abscon, Carpentier. Non, mais le commandant, il a plaisir à faire des choses tout à fait étonnantes. Et puis ils ont fait la saison 1, hein, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent les marques, ils connaissent le langage du cinéma, ils savent, ils ont compris en fait. Donc à partir du moment où ils ont compris, ils sont déjà quasiment professionnels. Hein. Alors, 1 an d'écriture, combien de temps de tournage en tout? On a tourné, je sais pas, 9 semaines, 8 semaines. 10 semaines? 8. Donc c'est quand même assez serré. Ah oui, c'est serré, c'est serré. Même si vous faites reprendre pour obtenir ce que vous voulez, donc je ne sais pas combien de fois, dans certains cas, c'est quand même, il y a un oui, il y a beaucoup de travail sur le plateau, il y a beaucoup de recherche, on cherche, en fait, je vous disais, je sais pas, je cherche l'acteur, la scène est posée, les dialogues sont là, voilà, ça lui vient dans la bouche, et puis après je vois si c'est drôle, si c'est pas drôle. Il a la volonté aussi de l'emmener ailleurs, hein, de pousser l'acteur le plus possible pour le dérégler et rentrer dans le grotesque, quelque chose de totalement dément. Mais c'est là où j'avais envie d'aller, donc il fallait que je les pousse assez pour quitter la vraisemblance et aller au-delà. Des questions à votre tour? Profitez-en, c'est pas tous les jours. Allez-y. C'est juste une question de détail. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir pourquoi il n'y avait aucune scène d'intérieur. Pendant les 4 épisodes, je me disais à un moment ou à un autre, on a rentré quelque part, et non, tout a été tourné en extérieur. Moi, j'aime pas beaucoup les intérieurs, parce que c'est très long. Il faut éclairer très longtemps, donc on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de... On était le... Moi, je connais bien l'économie, je savais bien l'économie dans laquelle on était, donc j'avais pas envie de passer du temps dans les intérieurs. J'avais envie d'aller vite. Donc tout est fait en extérieur, en décor naturel, et le décor est quasiment dans son état. Donc c'est des choses que j'intègre tout de suite. Et moi j'aime bien l'extérieur, j'aime pas tourner la nuit, donc je tourne pas la nuit. Plein de choses comme ça, donc je fais ce que j'aime bien, en fait. Oui, bonsoir. Je suis un grand fan de votre travail, sans parler de Maloute, qui est pour moi génial. Je vais revenir donc à ce film. Vous savez qu'à la fin, vous êtes très proche du mysticisme d'Emir Kusturica. Pour moi, c'est peut-être un compliment pour vous, je ne sais pas, mais je ne peux pas finir ce film époustouflant sans penser Je ne sais pas où vous êtes. Ici. Par ici. Ah bon, ok, je ne vois pas, vous êtes dans moi. Je vous ai déjà vu et parlé, vous m'avez déjà époustouflé lors des projections des 6 premiers épisodes, et je reste toujours sous le charme. Et pour moi, c'est donc je vois pas comment on peut expliquer votre film à part cette tentative de compliment de ma part vers vous. Mais vous montrez bien ce que c'est qu'un spectateur, c'est que lui, il va établir des liens, il va établir des rapports. On parlait de Kusturica, et quelqu'un pourrait parler de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qui est beau, c'est que voilà, le spectateur, il a sa part, il est là, il regarde ça, il va créer des liens, parce qu'il faut quand même décrypter ce qui se passe. Et on décrypte par des correspondances, probablement, avec d'autres cinémas. Et il y a effectivement chez Kusturica, une forme un peu carnavalesque, de fantaisie en tout cas, qui correspond certainement à... C'est aussi un cinéaste très impliqué dans le folklore local, etc. Mais c'est certain qu'il y a
qu'on peut établir des ponts. Moi, je n'y pense pas. Hein. Le premier. Je pense que monsieur a induit évidemment le démarrage, donc la première saison. Ah, le démarrage, moi je travaille comme un employeur, c'est-à-dire je cherche des employés, donc je vais dans des agences d'emploi. Et je travaille toujours depuis au moins 5-6 films maintenant avec des chômeurs. Parce que j'ai eu trop de problèmes avec des. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, le retirer de son travail et lui dire après tu vas retrouver ton travail, parce que ça ne se passe jamais comme ça, donc c'est trop compliqué. Et donc j'ai réglé le problème, si vous voulez, en travaillant avec des gens qui recherchent un emploi. Et je dois avouer que ça me plaît assez de rencontrer donc, des gens qui cherchent du travail et je leur propose un travail. Et ce que je reprends là, c'est que beaucoup se désintéressent totalement du cinéma. Ce qui l'intéresse, c'est l'emploi. Soit pour l'argent, bon, c'est bien payé. Et pour eux, ça commence comme ça. Ça commence souvent comme ça. C'est pas forcément le cinéma, tout ça qui les façonne. Bon, certains oui, mais c'est pas généralité. Moi, j'aime beaucoup ce rapport-là que j'ai avec eux. Il y a une espèce de distance très très saine, très très bonne, je trouve. Alors, après, il va se passer quand même des liens, ça va changer ça. Parce qu'ils vont prendre du plaisir, ils vont prendre des responsabilités, ils vont vite se transformer en acteurs. Mais la première chose que je fais, c'est de trouver des personnes. Alors, avant, j'avais tendance à trouver, pour jouer un ouvrier, etc. Mais là, j'ai changé. Pour jouer un gendarme, j'ai pas pris un gendarme. Donc, je change ça aussi. Je me garde bien de le former à la gendarmerie. Donc, il ne connaît rien de la gendarmerie. Mais il suffit de le mettre dans une voiture de gendarme. Enfin, c'est ce que j'ai découvert quand j'avais fait l'humanité. Bah, si quelqu'un sort d'une voiture de gendarmerie, c'est donc un gendarme. Donc, cette espèce d'onction naturelle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup leur inexpérience. Parce que je trouve qu'elle est très riche, parce que ça va être un gendarme très étonnant, puisqu'il n'est pas gendarme, mais il a l'apparence de gendarme. Donc pour le spectateur, c'est très intéressant, enfin, je trouve, d'avoir quelqu'un qui est assez troublant, à la fois dans ses apparences, et en même temps dans ce qu'il n'est pas. Donc ça correspond bien, si vous voulez, je pense que le chemin par lequel je passe pour trouver des acteurs donne ce résultat. C'est un choix délibéré, alors c'est très aventureux. Donc je fais des entretiens qui se passent plus ou moins bien. Il y a des gens qui me disent non, j'ai pas envie de travailler, ça ne m'intéresse pas, etc. Surtout sur les personnages les plus difficiles. Et après je fais des tests, c'est-à-dire je ne pars pas comme ça avec des gens. Donc je fais des petits essais avec une caméra, comme ça, dans les agences pour emploi, qui tournent autour du personnage, et je vois leur capacité à jouer. Bernard Puvot, qui joue par exemple le commandant, c'était un second choix. J'avais trouvé qu'il y ait quelqu'un d'autre et qui a un petit problème de santé et qui a décliné quelques mois après l'avoir trouvé en disant bah, je peux pas, je suis malade, je peux pas tourner. Donc je suis parti sur Bernard, donc choix numéro 2. Et Bernard, si vous voulez, je fais corps avec, vous voyez, je fais corps avec lui, c'est-à-dire je l'ai beaucoup étudié, comment il est, comment il parle, comment il vit, etc. Donc je le regarde et je crée le personnage à l'intérieur de lui, mais il est protégé par personne. C'est pas sa vie, hein, donc tout est fiction totale, tout est faux, il y a du texte, c'est-à-dire il est habillé, il est totalement éloigné de sa propre existence, si vous voulez, pour rentrer dans la peau d'un personnage. Et c'est ça qui rend la chose possible, c'est qu'il est aussi très loin de lui. Donc il est protégé, si vous voulez, dans sa façon d'être, d'un quelconque rapport avec sa vie réelle. Et donc ils rentrent, ils sont fous de joie de faire ça, ils sont heureux, hein, ils n'ont pas l'habitude d'être regardés, d'être comme ça, coiffés, maquillés. Donc ils en sortent tous très heureux, hein, très heureux. Non, ça dépend du...
quand j'ai fait Maloute, j'ai pas pris des amateurs parce que je pensais que c'était pas pertinent. Ça dépend des personnages que vous devez composer. Il y a un travail de. Ah pardon. Excusez-moi, la question c'était est-ce que le fait que ce soit des amateurs, ça permet ou ça facilite ce travail ou... Ça permet de faire ça avec des Est-ce que vous professionnels. pensez qu'avec un acteur professionnel, le fait qu'il ait une oreillette, avec l'oreillette, est-ce qu'il se laisserait faire Je travaillais avec les kinés que je lui ai mis une oreillette. D'accord. Mais c'est pas parce qu'il est une oreillette que je lui parle, je peux aussi ne pas parler. L'oreillette, c'est une possibilité qui m'est faite dans son jeu d'intervenir ou pas. Mais je gagne 5-6 prises à parler dans la prise, parce que ça me permet de ne pas refaire. Au lieu de lui dire, c'est dommage, tu t'es pas retourné à ce moment-là, quand il joue, je vais lui dire, je vais lui souffler à l'oreille, retourne-toi. Ne dis pas ça, dis-lui ça. Comme j'ai le retour final, je vois l'image finale. Donc, par exemple, s'il n'est pas bien cadré, je peux le retourner. Dans tous les scènes de baiser, c'est très compliqué de filmer des gens qui s'embrassent, parce que comme ils se bougent beaucoup, la caméra ne peut pas forcément le faire. Donc là, je les avais équipés, et je leur disais, bon, tournez à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et ils se tournaient pour être bien filmés. Et je leur dis cela pendant la prise. C'est-à-dire que pendant la prise, je les règle, je les bouge pour qu'ils soient bien cadrés. Mais je fais ça avec des acteurs professionnels, ça ne change rien. Un amateur ou professionnel, ça ne change rien. C'est pas une question. La question, c'est la composition du personnage. Dans Maloute, les personnages étaient suffisamment montés au plafond, au rideau, qu'il fallait composer. Je pense qu'un acteur amateur ne peut pas faire ce qu'a fait Juliette Binoche. Je pense que c'est pas possible, de mon point de vue. Parce que c'est trop compliqué à faire. Et puis c'est pas simplement de le faire, c'est-à-dire qu'il faut, vous savez, tout est fragmenté, donc il faut toujours qu'elle se raccorde à elle-même. Donc c'est très compliqué des personnages comme aussi perchés que ça. Il faut des raccords quand même. Mais moi je l'ai choisi en fonction. Mon prochain film, je vais le faire avec une actrice professionnelle. Ça dépend du sujet. Mais ça n'a pas la même couleur. La couleur n'est pas la même. Enfin, vous le voyez, vous l'entendez. Donc c'est plus cru, c'est moins fini, c'est plus chaud. Alors après, on peut aimer, chacun on peut aimer les disques en vinyle. Après, c'est une question de sensibilité. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien la crudité, j'aime bien leur couleur, j'aime bien leur imperfection. Mais l'acteur professionnel, en même temps, il est aussi imparfait. Ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est un clivage que je comprends assez mal. Pour moi, un acteur professionnel, c'est un mec qui fait bien son boulot. Il y a des acteurs professionnels qui ne sont pas très professionnels, de mon point de vue. Comme un garagiste. Un bon garagiste, il répare bien les voitures. C'est un débat qui n'est pas... moi, j'ai rien contre les acteurs professionnels, bien au contraire. Mais un acteur professionnel, on lui donne une partition. C'est un instrumentiste. C'est quelqu'un de haute volée qui est capable de jouer une partition. Eux, non. Ce n'est pas leur métier. Donc ils jouent sur 3 notes. Et si vous voulez, les 3 notes qu'ils font, il n'y a aucun acteur professionnel qui peut jouer de la même façon. Ces 3 notes-là. Mais vous savez qu'il y a les 3 notes. Mais j'ai des personnages à 3 notes. Le personnage du commandant, il est totalement... il n'est pas terminé. C'est même pas un personnage, il n'existe pas. Pour moi, c'est une partie grossière de nous-mêmes qui est là, et ce personnage, il a cette fonction-là. Donc il n'existe pas sociologiquement, donc il n'y a pas à retrouver son père, sa mère, son histoire personnelle. Je n'en parle même pas. Vous parlez beaucoup de la manière dont vous l'avez fait, de travail, de choses assez précises, de comment on règle les choses. Et je voulais juste savoir comment ça se passait. Est-ce que c'était aussi étrange que ce qu'on peut voir là? Je ne fais pas le lien, en fait, entre ce que vous avez pu faire et puis ce qu'on voit là. C'est totalement différent. C'est-à-dire que le montage fait un travail extraordinaire sur le labeur. Si vous voulez, quand il joue 10 secondes. Après, c'est fini, quoi.
il se retourne vers moi, il dit j'ai vu mon texte, il sort du cadre, etc. Donc c'est très compliqué. Donc je découpe énormément pour me retrouver au montage, si vous voulez. C'est pour ça que, si vous regardez, c'est très découpé. En fait. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de finir au tournage. Ce qui m'intéresse, c'est de monter. En fait. Et en montant, vous pouvez prendre un jeu moyen plus un jeu moyen, et ça fait un bon jeu, en fait. C'est le raccord qui compte. Donc, je fais toujours attention, justement, de beaucoup découper, parce que je sais que le commandant, il a une endurance, je sais pas, de 20 secondes. Plus, hein, mais ça dépend. Mais après, il descend, après, il remonte, etc. Donc, en fait, tous les acteurs font ça. Mais ça, je peux pas monter ça. Pour ne pas le monter, il faut que je découpe. Donc, si j'ai un contre-champ, je l'ai. Si j'ai un plan de coupe, je l'ai. Donc, je vais prendre un plan de coupe. Mais est-ce que vous le voyez, vous? Je pense pas. Vous ne pouvez pas le voir. C'est comme essayer, en goûtant un plat, de retrouver la fabrication du plat. C'est possible. Mais c'est un vrai chaos. Mais moi j'aime bien, je trouve que c'est... De temps en temps, je m'arrache les cheveux en disant mais la scène va jamais fonctionner, etc. Donc c'est fabriqué au montage, essentiellement. Mais il y a quand même, en même temps, l'or, c'est le tournage. Hein, parce qu'en même temps, il a fait ce qu'il a fait. Hein, donc ils sont quand même extraordinaires. Mais il faut les finir, si j'ose dire, au montage. Il y a plein de choses qui n'étaient pas très drôles quand on tournait et qui sont devenues drôles par le contre-champ. C'est le contre-champ qui est drôle. C'est le regard de Carpentier qui est drôle. Mais quand on tourne avec le commandant, il fait sa scène, comme ça, plouc, et puis voilà. Bonsoir. J'ai deux questions. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez eu l'idée de faire rouler la voiture sur deux roues et puis de faire cette cascade? Et autre question, j'aime beaucoup dans les 2 saisons les génériques en animation. Comment c'était venu aussi? Merci. Le 2 roues, je l'ai trouvé dans la première saison. On cherchait un cascadeur, et il nous a montré ce qu'il savait faire. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire à part du 2 roues. Et donc, moi, je dis, on va faire ça. Et depuis, voilà, c'est devenu... Donc, c'est comme une aubaine, si vous voulez. Voilà, j'ai vu ça m'a plu. Et du coup, on a adopté le 2 roues. Et là qu'on a répété, etc. Alors après, c'était compliqué à filmer, donc on a dû mettre la voiture sur une remorque, etc. Donc après, il y a une complexité technique à tourner des scènes comme ça. Et après, le générique, voilà, j'ai cherché une petite vitrine qui puisse traduire l'esprit de ce que je faisais, et je suis arrivé très vite au dessin animé. Donc on a repris en dessin animé, en fait, des images du film lui-même. Et puis voilà. Oui. Au niveau du son... Attendez, monsieur, on va vous donner un micro pour que vous sentez la question. Bonsoir. Bonsoir. Au niveau du son, est-ce que vous utilisez beaucoup de prises in ou est-ce que vous refaites pas mal de choses derrière les bruitages, quel est le travail que... Alors, ce que je faisais pas, moi j'ai toujours fait du son direct, sans bruitage, sans rien, cru. C'est-à-dire avec tous les défauts du direct, les longs, les frottements, tout ça. Mais dans le comique, c'est pas possible. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le comique doit grossir le trait. C'est-à-dire, pendant les borborismes du commandant, il avait des borborismes. Mais dans le son direct, on ne l'entend pas beaucoup. Donc en fait, j'ai copié, je m'inspire des borborismes qui existent, sauf que je les ai bruités. Donc j'ai remis une couche, donc il y a un bruiteur qui a travaillé et qui a refait tous les borborismes sur ces borborismes. C'est-à-dire dans le comique, il faut simplifier le son. Donc le son direct, il est très beau, mais il est très, comment dirais-je, il a une espèce de complexité. Et je pense que le comique n'a pas besoin de ça. Il doit schématiser le son, le simplifier. Donc, dans les scènes, il y a 2-3 sons. Il y a le son du commandant qui est assis sur son siège, donc il y a le grincement du siège, il y a éventuellement le moteur, et il y a les borborismes. Et puis c'est tout. Tout le reste, on enlève. Donc je me réfère sur mon son direct. Mon son direct, c'est ma référence. Mais après, je prends 2-3 couleurs, je les isole. Le bruiteur les bruite, il les grossit. Donc je lui demande de pousser assez loin le grossissement. Et je me retrouve, comme sur Maloute ou
sur Petit Quinquin et pas du tout sur les films, encore que je commence à bruiter aussi les films les plus dramatiques, justement pour éclairer, pour souligner, pour qu'on soit une volonté d'éclaircir, c'est-à-dire de donner aux spectateurs à la fois la meilleure vue possible. Donc je contrains beaucoup les acteurs avec des scotch pour les forcer à bien se placer devant la caméra. Je ne sais pas si vous voyez, en général quand ils se parlent, ils ne se regardent même pas, quoi. Justement pour qu'ils soient bien filmés. Donc j'essaie de bien filmer. Quand j'ai bien filmé, c'est offrir la meilleure vue pour le spectateur. Mais la meilleure vue pour le spectateur, c'est pas forcément la meilleure disposition pour deux acteurs qui jouent ensemble. Donc les dispositions d'acteurs ne sont pas naturelles. Et ça me plaît beaucoup. Donc je les force dans des marques sol à rentrer dans des marques pour se positionner d'une certaine façon. Souvent ils me disent, je ne peux pas lui parler, il est là, comment je peux lui parler? Je dis, ça fait rien, tu lui parles comme ça. Aujourd'hui, là, en même temps, là j'ai fait le procès de Jade, maintenant je retire tous les acteurs, je garde qu'un seul acteur, je lui mets des marques, il regarde des marques, il regarde des scotch, il parle à des scotch, et au montage, on remet tout ensemble et vous avez 10 personnes qui se parlent ensemble alors qu'ils ne se sont jamais parlé. Et plus, ça m'intéresse beaucoup, plus je fausse le naturel, justement, notamment dans le tournage, de plus nécessairement d'avoir quelqu'un qui lui donne la réplique, puisque j'ai le micro, je lui donne la réplique à l'oreille, donc il parle à un scotch, je lui donne le texte de Carpentier, donc il a jamais vu Carpentier, mais au montage, je remets le plan de Carpentier. Mais vous avez le regard du scotch est un regard absolument extraordinaire. Quelqu'un qui a un scotch, il est comme ça. Et quand vous mettez Carpentier devant, il regarde comme ça. C'est très intéressant de modifier les pupilles, justement, que de vouloir absolument reconstituer la scène pour que l'acteur joue avec quelqu'un en face de lui. Et ça me plaît beaucoup. Par exemple, quand je dis que j'ai quitté le plateau, ça me plaît beaucoup. Donc je ne suis plus sur le plateau. Mais je suis dans l'intimité de l'acteur, je lui parle, pendant qu'il joue, je lui parle. Vous ne pouvez pas faire ça quand vous êtes sur un plateau. Il faut vous taire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en même temps, si je m'éloigne, je m'approche de plus en plus d'eux. Je suis très près d'eux. Je leur donne des directions, des petites choses, le texte qui manque, une fausse piste parfois, je peux même les troubler. Et ça, tout ça, je l'ai trouvé sur Jeannette, c'est-à-dire que Jeannette, on devait mettre des oreillettes puisqu'il fallait diffuser la musique. C'était du son direct. Donc la comédienne chantait a cappella, mais elle avait la musique. Donc c'est pour ça que je me suis enfermé dans une voiture, et du coup j'y ai pris goût. Et maintenant je suis toujours enfermé dans une voiture. Et donc je suis devant un écran et je parle comme ça, et j'ai plus besoin de... D'abord, les metteurs en scène sont souvent même sur le plateau derrière un écran, mais maintenant j'ai éloigné l'écran. Et tous ces artifices, je les trouve très intéressants dans la reconstruction du naturel, en fait. Parce que voilà, c'est une altération que je trouve très fructueuse. Le temps passe tellement vite quand on écoute quelqu'un comme Bruno. Une dernière petite question, s'il vous plaît. Oui, j'aurais voulu savoir pourquoi il n'y a pas de portable dans tout le film, hormis les deux gendarmes. Il n'y a pas de portable. Mais c'est ce que je dis, il manque plein de choses. Il ne fume pas. Non, mais c'est un monde irréel. Donc, moi, j'aime bien qu'il manque des choses. Je trouve que je ne représente pas la réalité. Il ne s'agit pas du tout. Vous avez vu, dans ces 4 épisodes, ce n'est pas le réel. C'est l'intérieur des choses. Donc, je dois représenter l'intérieur des choses. Donc, pour représenter l'intérieur des choses, il faut surtout que je ne représente pas le réel. C'est pour ça que j'aime bien modifier. Mais en même temps, paradoxalement, on a besoin de la vraisemblance. Donc il faut quand même qu'il y ait un peu de vraisemblance, donc il y a un peu son direct. Il y a des acteurs qui, voilà, il y a un peu de psychologie, mais c'est vraiment élémentaire. Et je quitte très vite la psychologie, justement, pour vous dire qu'on n'est pas dans la réalité. C'est plus fort que la réalité, c'est l'intérieur des choses. Et je suis sûr, moi, que le cinéma ne parle pas du réel. N'a rien à voir avec le réel. Et ça n'a rien à voir, c'est pas un documentaire sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais les gens du Nord vont me le dire, ça, que c'est le Nord-Pas-de-Calais. Mais tant pis pour eux.
Merci mille fois. Merci Bruno d'avoir pris un peu de temps, parce qu'il travaille beaucoup sur 2 autres projets très rapidement, et même en montage, vous m'avez vu, quasiment. Merci encore, très bonne soirée. Merci.